Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 8 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu hier soir au Palais du Peuple le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez en visite officielle de 2 jours en Algérie. Un dîner a été organisé en son honneur ainsi que la délégation qui l'accompagne. Le Premier ministre s'est entretenu ce matin avec son homologue espagnol en marge de la cérémonie d'ouverture des travaux du Forum algéro-espagnol. Une cinquantaine de chefs d'entreprise et de dirigeants d'organisations patronales y participent. Révision constitutionnelle début hier de la campagne référendaire, partis politiques, acteurs du mouvement associatif et personnalités nationales concernées. Le compte-rendu de la première journée tout à l'heure. La recherche scientifique et technologique occupe une place importante dans le projet de révision de la loi fondamentale, un travail qui s'est illustré durant la période de pandémie. L'exemple à l'université de Eindhoven. Et dans notre édition, cet ambitieux projet lancé à Béjaïa, l'ouverture de pistes agricoles qui permettraient de relier plusieurs zones d'ombre, notamment sur les reliefs, et y faciliter l'accès. Reportage. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier soir au Palais du Peuple le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en visite officielle de 2 jours en Algérie. Un dîner a été organisé en son honneur, ainsi que la délégation qui l'accompagne. L'accueil a eu lieu en présence du Premier ministre Abdelaziz Jalad et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum. Et le Premier ministre Abdelaziz Jalad s'est entretenu ce matin avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. L'audience s'est déroulée à l'hôtel Al-Aurassi en marge de la cérémonie d'ouverture des travaux du Forum algéro-espagnol. Le forum d'affaires algéro-espagnoles s'est ouvert ce matin avec la participation d'une cinquantaine d'entreprises et d'organisations patronales des 2 pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jalad et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. La délégation d'affaires espagnole est composée d'une quinzaine de grandes entreprises activant notamment dans le secteur de l'énergie, de l'automobile, de l'industrie agroalimentaire et de la construction, ainsi que 4 organisations, la Chambre de commerce espagnole, la Confédération espagnole des organisations des entreprises, l'Union générale des travailleurs et l'agence de promotion de travail Fomandel Trebal. Du côté algérien, une trentaine d'entreprises publiques et privées participent au forum ainsi que les principales organisations patronales. La rencontre est également marquée par une importante participation officielle avec la présence notamment des ministres algériens chargés des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'énergie, de la culture, de l'industrie et du commerce extérieur. Des rencontres d'affaires B2B seront organisées dans le cadre de ce forum afin de discuter des possibilités de nouer de partenariats entre les entreprises algériennes et espagnoles dans les différents domaines d'activité. Au cours de ce forum, un mémorandum de coopération dans le domaine de l'environnement et du développement durable a été signé entre l'Algérie et l'Espagne à l'occasion de la visite de travail qu'effectue en Algérie le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, plutôt le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Ce mémorandum a été paraphé par le Premier ministre Abdelaziz Jalad et son homologue espagnol en présence de plusieurs ministres des 2 pays. Pour en savoir plus, direction l'hôtel Al-Aurassi où se déroule actuellement la rencontre algéro-espagnole. Notre journaliste Amel Bouarba y est présente. Bonjour Amel, on parle déjà de plusieurs accords signés. Que pouvez-vous nous dire de plus, Amel? Géothermie en solaire avec une société
Oui, effectivement, donc Sabrina, échange fructueux aujourd'hui lors de ce forum d'affaires algéro-espagnol. Et à cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé justement les entreprises espagnoles à venir investir en Algérie, soulignant que l'annulation de la loi 49-51 et de l'instauration de nouvelles lois et un climat attractif favorise l'investissement dans le nouveau mode économique de la nouvelle Algérie. Pour sa part, le président du gouvernement espagnol a également mis en avant la disponibilité de son pays à soutenir l'Algérie dans cette nouvelle approche économique et à insister justement, mettant l'accent sur le fait que les entreprises espagnoles sont disposées à mettre leur expérience au profit de l'Algérie. Il faut rappeler justement que 3 contrats ont été signés entre le groupe Sonatrach et l'entreprise de distribution de gaz et d'électricité espagnole Naturgy. D'autre part, parmi les annonces qui ont été faites justement, un forum économique est prévu prochainement à Madrid pour impulser la relation et la coopération bilatérale. Il faut noter aussi que la délégation espagnole est composée de 9 entreprises activant dans le domaine de l'automobile, les transports, l'environnement et l'énergie, ainsi que 2 banques espagnoles. Voilà ce qu'il y avait à dire, Sabrina, sur cette rencontre, en attendant d'autres détails dans nos prochaines éditions. Merci Abel Bouakba, en direct de l'hôtel Al-Warassi où se déroule actuellement le forum algéro-espagnol. Et sachez que plus tôt dans la matinée, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'est recueilli au sanctuaire de martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Sánchez a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération. Le président du gouvernement espagnol, je le rappelle, a entamé hier une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. Dans le reste de l'actualité, révision constitutionnelle, début hier de la campagne référendaire, partis politiques, acteurs du mouvement associatif et personnalités nationales sont amenés à s'exprimer au sujet du texte. Le compte-rendu de la première journée avec Karima Haïfa. Le projet d'amendement constitutionnel qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain garantira les acquis du peuple et de la classe ouvrière, selon le SG de l'UJTA, Salim Labacha, qui présidait hier un regroupement de travailleurs au siège de l'Institut syndical de Annaba. Selon Labacha, les revendications légitimes exprimées par le Hirak pacifique du 22 février se concrétiseront à la faveur du projet d'amendement de la Constitution qui, en préservant les acquis, ouvriront une nouvelle ère. Le président du bureau exécutif national de l'association d'alphabétisation EQRA est revenu quant à lui depuis Relizane sur la nouvelle constitution qui, selon lui, garantit l'institution d'un observatoire national de la société civile appelé aujourd'hui à jouer son rôle et à consacrer les aspirations du peuple. Une constitution devenue le point de départ de la nouvelle Algérie des institutions crédibles et réellement représentatives où le potentiel innovant de la jeunesse et de la société civile occupe une place centrale. Le secrétaire général du FLN, Abou Fadel Badji, a estimé pour sa part depuis Koléa, où il animait un meeting populaire, que le projet d'amendement constitutionnel est la première épreuve politique pour le processus du changement démocratique et que son succès est une garantie pour la démocratie en Algérie. Un projet qui, a-t-il soutenu, est un rendez-vous politique d'importance pour conforter le processus du changement. En ce premier jour de campagne, le parti Tajamoua Amal Jazer a tenu un meeting à Chlef pour sensibiliser la population sur l'importance de participer en force à ce référendum constitutionnel. La nouvelle présidente du parti, Fatma Zahra Zarwati, a affirmé lors de ce rassemblement que le projet de la révision de la Constitution apporte des garanties fortes visant à impliquer le citoyen dans l'édification de la nouvelle Algérie. Il a été également question de la révision constitutionnelle dans le dernier numéro de la revue Al-Jaish. Son éditorial revient sur les importants pas franchis pour le changement, avec notamment la préparation du référendum prévu le 1er novembre prochain. Camélia Mellel.
Dans son édito, la revue El Jaish revient sur le mois de septembre écoulé. Notre pays a été au centre de nombre d'événements importants qui se sont déroulés tant à l'intérieur qu'à l'étranger, en dépit des conditions sanitaires difficiles qu'il traverse, à l'exemple de tous les pays du monde. Il a franchi des pas importants sur la voie de la préparation du référendum sur le nouveau projet de constitution qui donnera la parole au peuple, consacrant ainsi les aspirations des générations à édifier une nouvelle Algérie, celle de la justice et du droit. Le référendum se tiendra dans des circonstances normales de transparence et d'intégrité totale et ouvrira une nouvelle ère, comme l'a promis le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, qui a affirmé que toutes les garanties pour les élections intègres seront mises en œuvre, que ce soit à travers la constitutionnalisation de l'autorité indépendante de surveillance des élections ou par un encadrement rigoureux du financement politique par des lois dans le but de préserver le libre choix de l'expression populaire ou pour offrir des chances égales pour tous de voter et de se porter candidat afin que la voix de l'électeur soit respectée et que le paysage politique soit renforcé par une nouvelle génération d'électeurs. La symbolique du choix du 1er novembre pour l'organisation de ces élections porte en elle de nombreuses significations. Elle reflète l'insistance du président de la République à faire de cette journée mémorable le véritable point de départ de l'édification de l'Algérie nouvelle. Ce scrutin constitutionnel sera le premier jalon sur la voie du changement radical revendiqué par le peuple. À son tour, le haut commandement de l'ANP consacrera tous ses efforts au succès de cette fête nationale en veillant à ce que toutes les conditions soient réunies pour permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et de s'acquitter de leur devoir électoral dans un climat de quiétude et de stabilité. Ce sur quoi a insisté le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en déclarant « Le haut commandement de l'armée nationale populaire fera tout son possible pour faire de cet événement important un succès grâce à son soutien total aux efforts des institutions de l'État. J'ai donné des instructions strictes à toutes les composantes de l'armée et aux services de sécurité sur la nécessité de faire preuve de plus haut degré de vigilance et de responsabilité et de veiller à assurer la sécurité de ce référendum afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays d'exercer leurs droits et à accomplir leur devoir électoral. Sur le plan extérieur, le discours du président devant la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été l'occasion de renouveler les positions constantes de l'Algérie sur de nombreuses questions internationales, en particulier celles relatives aux droits des peuples, à l'autodétermination et à la liberté, ajoutant que la question palestinienne reste la mère des questions et un droit légitime pour le peuple palestinien d'établir un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. De même que la question sahraoui fait partie des questions de décolonisation, il est du droit du peuple sahraoui de décider de son propre destin à travers l'application des résolutions de l'ONU, la réactivation du processus des négociations entre ses représentants et le Maroc, comme il est nécessaire d'accélérer la désignation d'un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour que l'Afrique se débarrasse définitivement des affres de la colonisation. La recherche scientifique et technologique occupe une place importante dans le projet de révision de la loi fondamentale, avec 8 articles et 4 chapitres renforçant et encourageant le travail des scientifiques, un travail qui s'est illustré notamment durant cette période de pandémie. L'exemple à l'université de Haïm Timouchent avec Naïma Chekchek. Dans le sillage de l'Algérie nouvelle, que tout un chacun appelle de ses voeux, la révision constitutionnelle donne la part large aux chercheurs et scientifiques qui trouvent, dans la révision de la loi fondamentale, des perspectives d'épanouissement scientifique et technologique prometteurs. Professeur de droit, Ben Adda Abdelrahman se penche sur ces perspectives constitutionnelles. المشروع الدستوري جاء ب8 مواد متعلقة بالبحث العلمي. Le projet constitutionnel a consacré 8 articles à la recherche scientifique. 4 articles figurent dans le chapitre liberté fondamentale et générale. Les 4 autres, que je considère fondamentaux, ont consacré ce qui est dénommé le Conseil national pour la recherche scientifique et technologique, en plus de la consécration de l'Académie nationale des sciences et de la technologie.
C'est ainsi que le projet de constitution ouvrira à l'université des portes sur son environnement extérieur. Et ainsi aussi, elle sera en relation avec les institutions socio-économiques dans l'environnement de l'université. Un environnement que l'université investit déjà allègrement, boosté qu'elle est par les encouragements étatiques qui se dessinent de plus en plus. C'est le cas au laboratoire de recherche en chimie appliquée à l'université de Ain Timouchent dans l'ouest du pays. Celui-ci qui répond à une préoccupation de l'heure et qui fait même réduire à l'État des dépenses en devises. Œuvrant au sein de ce laboratoire scientifique, l'une des équipes de chercheurs, étudiants et enseignants est parvenue à l'élaboration d'une substance chimique très nécessaire. C'est une réalisation notable qu'a effectuée le groupe du laboratoire de recherche en chimie appliquée. Il s'agit de la production d'une matière chimique qui est le polymère habituellement importé à 100%. Dorénavant, il sera produit localement, ici dans le laboratoire, pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Nous avons déjà fourni 10 000 flacons aux administrations locales et aux hôpitaux à travers la wilaya de Ain Timouchent. Ain Timouchent qui voit la recherche scientifique sous un autre jour. Et relancer l'activité agricole peut être également un moyen de désenclaver certains villages. C'est en tout cas le but d'un ambitieux projet lancé par la wilaya de Béjaïa. L'ouverture de pistes agricoles permettrait de relier plusieurs zones d'ombre, notamment sur les reliefs, et y faciliter l'accès. Reportage de Saïd Amaï. Avec une quarantaine d'ouvriers et une capacité de production de 900 bus en béton par mois, l'unité de fabrication des bus ERGR de Béjaïa est tombée à point nommé afin d'accélérer l'ouverture des pistes à travers certaines zones d'ombre dans la région. Ces bus-là sont fabriqués pour les ouvertures de pistes et les aménagements de pistes à travers la de Béjaïa. Spécialement, c'est pour les zones d'ombre, puisque nous avons plus de 400 km à ouvrir. C'est le désenclavement à travers la wilaya. C'est des programmes DSA et des programmes forêt. Nous avons remarqué depuis la mise en place de cette unité une rapidité dans l'exécution des projets, ce qui a permis aux éleveurs de rejoindre les régions facilement et ils ont commencé à réactiver dans le domaine de l'agriculture par l'implantation et l'élevage. Dans la commune de Boukhlifa, à 20 km au sud-est de Béjaïa, le chantier du busage des fossés est en pleine activité afin de relier 3 villages situés sur des cimes montagneuses. Nous sommes dans la piste Théorirt, c'est zone d'ombre, programme 2020, fait à 3 km, Boukhlifa. Ouverture sur 3 km. Donc, on fait la deuxième phase, les ouvrages, le gabionnage, les radis. Les villageois voient en ce précieux projet de désenclavement une véritable bouffée d'oxygène. On est très content que Megolo, que cette piste enfin voit le jour. On a souffert très longtemps. Donc on est en train d'aménager la piste, d'élargir les routes pour permettre le passage des véhicules convenablement. C'est une bouffée d'oxygène pour les gens du village. C'est une très grande bouffée d'oxygène parce qu'il y a des gens qui aimeraient venir voir leur village, construire des maisons, mais comme la route est impraticable, c'est impossible. Le transport ne coûte plus que la marchandise, plus que le matériau de construction. Relier ces villages perchés sur les faîtes des montagnes est à même de sédentariser ces populations et d'encourager l'activité agricole. Agriculture toujours, et zoom sur l'augmentation de la production céréalière à Oum El Bouaghi avec plus de 4000 agriculteurs. La wilaya a de quoi renforcer ses capacités productives. Celle-ci se limite actuellement à 2 millions de quintaux par an entre blé tendre et dur. Yamina Saïdji. Grâce à ces 2 coopératives et ces 3 usines de traitement de semences, la wilaya de Oum El Bouaghi a atteint une production de 620 000 quintaux de céréales, dont 13% sont destinés à la saison moisson-battage. تقريبا 110,000 قنطار جمعناها من البذور وهذا
Nous avons rassemblé près de 110 000 quintaux de grains pour préparer la saison moisson-battage. Actuellement, nous avons commencé à filtrer le blé au niveau de 3 usines. La première usine est consacrée au traitement du blé tendre et du blé dur et les 2 autres au traitement de l'orge. Les grains passent par plusieurs étapes. Ils sont filtrés, analysés, puis pesés afin d'obtenir un produit conforme. Ultime étape dans le traitement des semences est la préparation des grains destinés aux semis au moyen de pesticides pour les protéger des germes et des parasites. Ce genre de pesticide est destiné à protéger les graines. Les traitements de semences sont employés essentiellement contre les maladies charbonneuses, caries ou charbon nu, ainsi que d'autres bioagresseurs. La région est de la wilaya compte plus de 4000 agriculteurs avec 10 points de récolte et 3 usines de traitement de semences. Disposant d'une superficie agricole de 362 000 hectares, cette wilaya compte parmi les plus importantes en matière de production céréalière. Elle est connue notamment par ses 11 types de blé, entre blé tendre et blé dur. Situation sanitaire à présent, 121 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 94 guérisons et 6 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 121 nouveaux cas, 107 nouvelles hospitalisations, 94 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 121 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 26 wilayas n'ont pas notifié ou déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 3 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients nouveaux hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 107 patients. Les patients guéris à ce jour sont au nombre de 36 857, dont 94 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 31 malades hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous donnons toujours des conseils pratiques à notre population. Nous demandons de rester très vigilants durant cette période, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. À l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a relevé dans son nouveau rapport sur la situation au Sahara occidental que le manque d'accès au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à ce territoire occupé a fortement entravé la surveillance des droits humains dans la dernière colonie d'Afrique. Rappelant que dans sa résolution 2494, le Conseil de sécurité a encouragé vivement à renforcer la coopération avec le HCDH, y compris en facilitant des visites dans la région. Le chef de l'ONU a en outre signalé l'inquiétude du HCDH face à la persistance des restrictions imposées par les autorités de l'occupation marocaine à la liberté d'expression, au droit de réunion pacifique et au droit d'association au Sahara occidental. À cet égard, Guterres a indiqué que durant la période considérée, le HCDH a reçu plusieurs signalements de faits de torture, de mauvais traitements et de négligence médicale dans les prisons marocaines, tandis que des organisations de la société civile et des avocats demandaient la remise en liberté pendant la pandémie de Covid-19 de prisonniers sahraouis tels que le groupe Gdeim Izik. Le Karabakh a été de nouveau la cible de nombreux bombardements la nuit dernière. Le bilan humain et matériel de ces dernières frappes est pour l'instant indéterminé. Des drones survolent également régulièrement la ville, procédant à des tirs isolés apparemment plus ciblés. Le Nagorno-Karabakh est objet de discorde entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis les années 90.
L'ouragan Delta se rapproche des États-Unis après s'être abattu sur le nord-est du Mexique, laissant derrière lui de la casse, mais pas de victimes. De nombreuses maisons et édifices ont été endommagés et des villes côtières restent privées d'électricité après le passage de l'ouragan à l'aube. Au terme de sa traversée, Delta s'est renforcé en catégorie 2 sur une échelle qui en compte 5, précisent les experts. Retour dans le pays et sport football. Le sélectionneur national a détaillé hier les circonstances et les conditions de préparation de l'équipe nationale. Les Verts joueront 2 matchs amicaux en Autriche. Dans le premier est prévu demain. Jamel Belmadi a animé hier une conférence de presse par visioconférence. Le compte rendu de Saïd Flak. 11 mois après son dernier regroupement, la sélection nationale va retrouver les terrains avec 2 matchs amicaux de prestige au menu, face au Nigeria en Autriche et le Mexique aux Pays-Bas. 2 tests importants, juge Jamel Belmadi. Le Nigeria, pas besoin de la présenter, cette équipe qui nous a et sur lesquels on a eu évidemment beaucoup de difficultés, mais de toute manière c'est toujours comme ça quand on joue contre le Nigeria. C'est une équipe qui a été au mondial, le dernier mondial. C'est une équipe qui est bien classée au classement FIFA, je crois qu'elle est 2e, au classement FIFA CAF, 2e ou 3e. Ensuite il y a cette équipe du Mexique. J'aime bien ces équipes, je dis sud-américaines, mais je suis en Amérique centrale, mais ces équipes-là à fort potentiel qui sont prêts sur la même trajectoire que la nôtre, qui a des automatismes, qui a beaucoup de joueurs. 2 matchs auxquels le milieu de terrain de Nîmes Olympique, Zindine Farhat, ne devrait pas prendre part en raison d'une blessure contractée mardi soir à l'entraînement. Il y a eu Zindine Farhat qui a eu un petit souci hier à l'entraînement. Je n'ai pas trop envie de m'avancer, mais il me semble que sa participation à un des 2 matchs est compromise. Le sélectionneur national est revenu sur son choix de retenir pour ce stage 2 nouveaux joueurs, Mehdi Zerkan et Abdeljalil Medioub. Mehdi Zerkan, c'est un jeune joueur que j'avais suivi un petit peu pendant sa préparation cet été. Il a été prolifique, il a toutes les qualités pour pouvoir faire une belle carrière. Et Abdeljalil qui vient de signer à Tondela, et après avoir parlé à son entraîneur, après avoir communiqué avec son entraîneur à Bordeaux, et l'avoir suivi un petit peu sur ce qu'il a fait auparavant, il me semble que c'est un joueur qui va progresser. Il arrive en D1 portugaise, il est arrivé à peine 4-5 jours, il va jouer régulièrement, et voilà, c'est un joueur que j'avais voulu voir aussi auprès de nous, que c'était le bon moment pour ça. Jamel Belmadi s'est dit aussi satisfait du mercato réussi pour certains joueurs de la sélection, à l'image de Jamel Belamri qui rejoint un grand club français, l'Olympique Lyonnais. Et je vous invite à écouter en exclusivité les premières impressions des 2 nouveaux appelés à la sélection nationale, Abdeljalil Medioub et Mehdi Zerkan. Ça s'est plutôt bien passé, je suis content. On va continuer comme ça et on verra bien, Inch'Allah. En tout cas, je vais travailler, je vais tout faire pour, Inch'Allah. Et si on me donne la possibilité, Inch'Allah, je ferai tout pour la saisir. C'est une immense fierté d'être avec les champions de la CAN. Ils m'ont bien accueilli et alhamdoulilah, je me sens bien et j'espère montrer de belles choses. Il m'a dit qu'il avait regardé mes matchs pendant la préparation et que je lui avais plu. Après, c'est à moi de confirmer et d'être performant. Et on poursuit avec le football national et la pelouse du stade olympique d'Oran qui retrouve sa couleur verte après avoir suscité l'inquiétude des professionnels. Et pour cause, la pelouse a viré au jaune à peine 2 mois après sa pause. Les responsables du stade rassurent, cette pelouse, tout comme le reste des installations, seront prêts à accueillir toutes les compétitions programmées. Walid Yousfi. Situé à Oran, le stade olympique de Belgaïd, l'un des plus grands stades d'Alger, retrouve ses couleurs. Il y a pas moins de 15 jours, la couleur de la pelouse en gazon de ce stade avait viré au jaune, une situation qui a beaucoup inquiété la population locale. C'était un problème de concentration de chlorure qu'on a réglé. Ça a été réglé donc depuis le temps-là. Donc comme qui a comme 15 jours, 3 semaines, il voulait place tout. Voilà, on est 3 semaines après.
Gazan est revenu à sa place. Donc on savait ce qu'on faisait. On a fait des analyses, on a fait des prélèvements en laboratoire, analyses d'eau, prélèvement du substrat, etc. Qui fait amener le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a rectifié, on a changé la source d'eau. Ce stade olympique sera opérationnel avant la fin de l'année en cours et sera en plus doté d'une piste d'athlétisme qui répond aux normes internationales. Dans 15 jours, 3 semaines, le terrain sera prêt, il sera jouable sans problème. On va d'ailleurs même essayer de tracer le terrain. Inch'Allah, on va poser les buts, les bois. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, nous, le terrain il sera opérationnel, Inch'Allah. On déloue la piste d'athlétisme aussi. Bon, on a aussi des autorisations aussi parce qu'il y a des experts qui sont avec nous. Une bonne nouvelle pour les amoureux du sport. Ce stade d'une capacité de 40 000 places permettra d'accueillir les Jeux méditerranéens reportés à 2022. Voilà, c'était la dernière info de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Larivi.